Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, chers amis, sœurs, mes frères, comme on dit ici. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir et de vous accueillir nombreux pour cette conférence théâtralisée sur le thème de l'intelligence artificielle éthique et morale. Alors, pourquoi avons-nous choisi ce thème ici ? Parce qu'ici, la plupart d'entre vous connaissent le lieu, mais pas tous. Vous êtes dans l'hôtel de la Grande Loge de France, une des plus importantes obédiences maçonniques françaises, et puis dans cet endroit assez particulier, puisque vous voyez, c'est pas du revamping, vous êtes dans la partie supérieure de ce qui était l'église Saint-Antoine de Padoue, du couvent franciscain de Paris en 1886. Immeuble qui a été abandonné dans les années 1900 par les franciscains et que la Grande Loge de France a acquis en 1911 et qu'elle occupe sans colocataire, si je puis dire, depuis 1929. Alors, nous sommes très fiers de ce que nous sommes et nous sommes très fiers de cet endroit tout à fait particulier et un peu unique dans l'architecture patrimoniale maçonnique. Alors, pourquoi ? Parce que, pour nous, ici à la Grande Loge de France, sous l'impulsion de notre président, on appelle ça un grand maître, Thierry Zaveroni, depuis quelques années, nous avons mis la jeunesse et la culture au centre de nos activités publiques, renouant ainsi avec des traditions qui sont celles de la franc-maçonnerie dite moderne, c'est-à-dire celle qu'on connaît depuis le XVIIIe siècle, toujours été tourné vers l'extérieur, vers les lumières, vers la science, vers la littérature, vers la poésie, le théâtre, la musique et que sais-je. Et nous courons plusieurs lièvres à la fois dans ce domaine, puisque vous l'avez peut-être vu en entrant, si les personnes à l'accueil n'ont pas été trop directives, ou si vous êtes de la maison, nous avons considérablement modifié l'architecture de notre rez-de-chaussée pour en faire un centre d'exposition qui aspire à être labellisé Musée de France dans quelques mois, et peut-être moins, nous l'espérons, avec des présentations d'une partie des collections des archives musées-bibliothèques de la Grande Loge de France. Et donc c'est quelque chose d'important pour nous dans l'ouverture au public et dans la découverte simple, ouverte de ce qu'est la franc-maçonnerie très près des publics et particulièrement des jeunes publics. Il y a quelque chose qui ne se voit moins parce que ce bâtiment n'en est qu'une pièce. C'est un projet que nous avons et qui est porté par Jean-Claude Joly qui est ici, qui s'appelle les routes culturelles maçonniques, poussées par une association dont il est le président, qui s'appelle Architecture et patrimoine maçonnique, qui vise à créer une route européenne. Vous savez, il y a la route des vins, il y a la route de je sais pas quoi, la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, la route des pèlerinages. Et l'ambition, c'est de faire une route européenne des patrimoines maçonniques. Là aussi, nous attendons une labellisation de l'Union européenne, et il y a une douzaine de pays déjà, et donc autant d'obédiences, et même un peu plus, parce que parfois il y en a plusieurs par pays, qui sont engagés dans ce dispositif naissant, dont nous attendons aussi qu'il soit labellisé cette année. Et puis nous avons ici donc des conférences, des concerts, des petits déjeuners d'échange, et nous essayons de trouver un fil directeur à tout cela. Alors, les trois derniers fils directeurs de ces différents événements culturels ont été croire en liberté, et nous y reviendrons particulièrement au deuxième semestre parce que nous approcherons alors du mois de décembre qui sera le 120e anniversaire de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, et nous avons, nous le pensons, une position tout à fait particulière
sur ce sujet parce que nous sommes plus les héritiers de Briand et de Jaurès que du petit père Combes. Et pour nous, la laïcité, c'est avant tout une loi de liberté, la liberté de conscience, la liberté d'opinion et la liberté de culte. Et nous entendons nous exprimer sur ce sujet. Un deuxième thématique qui est aussi en cours, c'est l'humain, le vivant, la planète. Et nous avons eu la chance de recevoir beaucoup de conférenciers qui ont permis de nous éclairer sur ce sujet et permettre de contribuer à la réflexion des loges qui le souhaitent à créer un livre blanc de la Grande Loge de France sur ce sujet. Et puis le troisième, last but not least, c'est l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui concerne évidemment chacun d'entre nous et nous entendons tous parler à tort et à travers le plus souvent. Chacun s'alarmant que les élèves vont faire leur dissertation sur ChatGPT, les francs-maçons s'inquiétant que les frères vont faire leurs exposer leurs planches, comme on dit, de loge sur ChatGPT ou sur autre chose. Et puis, nous avons vu ces jours-ci les sujets portés par les nouvelles dispositions du groupe Meta sur l'utilisation des données numériques de tous ceux qui, au contraire de moi, sont sur Facebook, Instagram ou que sais-je. Alors, ça nous semblait très important. Nous avons eu la chance d'avoir ici Cédric Villani. Nous avons eu la chance d'avoir Laurence de Villers qui est venue en début de cette année pour un petit déjeuner d'échange sur ce sujet. Et c'était tellement passionnant, tellement intéressant pour nous que nous avons eu la gourmandise de lui demander de récidiver en venant ici ce soir. Alors, la question se posait de comment faire et de quoi faire. Et est-ce que Laurence et Serge Abiteboul ont proposé, c'est que nous fassions pas une conférence traditionnelle, mais que nous la théâtralisions en y intégrant des extraits de la pièce qu'ils ont coécrite, qui s'appelle Qui a hacké. Là, je regarde mon papier, c'est pour ne pas mal prononcer, c'est pas que je me souviens plus de quoi il s'agit. Qui a hacké Garouzia. Et Garouzia n'étant pas un de mes familiers, je regarde le papier pour ne pas écorcher le nom de cet ami proche de Laurence et Serge. Alors voilà. Donc nous allons commencer cette soirée par des extraits de Qui a hacké Garouzia, et ensuite ils prendront la parole, et notre ami Clément Ledoux, qui est ici, qui est un de nos membres et qui est président vénérable d'une de nos loges qui s'appelle La Justice, une loge ancienne qui a 200 ans, animera les échanges avec vous si vous souhaitez en avoir. Et puis peut-être ne sera-ce pas moi qui ferai la conclusion de cette soirée, car j'ai bon espoir que notre président, le grand maître Thierry Zaveroni, qui est quelque part dans le ciel entre Tirana et Paris, soit à temps arrivé ici pour conclure la soirée. Vous savez, il déteste ne pas être dans ces conférences, ne pas être présent, ne pas manifester l'intérêt qu'il a. Ça fait 3 ans qu'il essaie des formules magiques pour avoir le don d'ubiquité, et malheureusement, il n'y est visiblement pas encore arrivé. Donc, et l'avion pour Tirana n'est pas direct, ça passe par Belgrade, donc peut-être sera-t-il ici tout à l'heure. Sinon, à mon corps défendant, je serai contraint de faire moi-même la conclusion de la soirée. Eh bien, je cède tout de suite la parole à Jean Lambert, qui a été le maître d'œuvre de l'organisation de cette soirée et de la coordination avec Serge et Laurence et les acteurs pour vous la présenter plus précisément. Jean Lambert. Oui, merci. Bienvenue à tous, chers amis, mes sœurs, mes frères. Oui, en fait, Dominique, tu as déjà présenté la moitié de ce que je voulais dire. Donc, j'ai essayé de compléter un peu. Donc, j'ai rencontré Laurence et Serge, éminents spécialistes, donc, comme il a été dit, de l'intelligence artificielle.
lors d'un débat qui a déjà eu lieu ici à la Grande Loge de France, en plus petit comité, il y a quelques mois. Alors, ils nous ont informé, Laurence m'a informé, qu'ils avaient créé une pièce de théâtre qui a hacké Garoudia. Et je suis allé voir cette pièce de théâtre. Un petit théâtre près des Folies Bergères, c'est paradoxal. Il m'a semblé intéressant d'introduire cette conférence par des extraits de cette pièce de théâtre sous forme de scénette pour articuler le débat. Débat que nous voudrions placer au-delà de la science proprement dite, sous l'angle de l'éthique et de la morale qui intéressent essentiellement les francs-maçons et aussi les citoyens, que l'irruption brutale de l'IA dans leur vie interroge ou parfois même fait peur. Alors, le débat sera mené par notre modérateur, Clément Ledoux, qui anime, dans le cadre de l'émission Divers aspects de la pensée contemporaine, une interview le dimanche matin sur France Culture. Et je vous invite de temps en temps à aller l'écouter, c'est très intéressant. Et cette pièce sera jouée par les comédiens de la compagnie Atropos, dirigée par la metteuse en scène Lisa Bretzer, qui est ici à ma droite. Alors maintenant, je voudrais dire que la configuration de notre temple n'ayant rien à voir avec un théâtre, il n'y a pas de scène, vous êtes assis face à face, la sonorisation et l'éclairage ne sont pas tout à fait adaptés, donc nous faisons appel à votre bienveillance et à vos encouragements pour l'effort fourni par les comédiens dans ce contexte particulier pour eux. Voilà, maintenant place au théâtre. Bonsoir. Vous allez assister à 4 extraits de pièces de théâtre sur l'intelligence artificielle de la compagnie Atropos. Nous allons commencer avec l'acte 1 de la pièce Qui a hacké Garoudia, écrite par Serge Bitboul, Laurence Desvillers et Gilles Dowek. Je vous plante le décor. Nous sommes dans un appartement très bourgeois sur l'île Saint-Louis. C'est le début de journée. Orline est une illustre autrice de romans à l'eau de rose. Elle vit avec son amant Torbia et avec sa nièce Lisbeth. Mais aussi, et surtout, avec son chatbot de compagnie, son intelligence artificielle Garou. Garou, mon trésor, Concha a-t-elle mangé ce matin? Oui, Orline. Concha a miaulé, bu son lait, ronronné et roté. Oh, c'est merveilleux. Et tu as commandé la vodka? Je crains que ce gredin de Torbia Belka ait fini la bouteille hier. Oui, il a fini celle du bar. Et aussi celle que tu gardais en réserve dans la cuisine. En conséquence de cet état de fait, j'en ai commandé 2. Elles seront livrées avec le reste des courses à 10h50, soit dans 1h22. Il faudrait trouver une autre cachette pour cette seconde bouteille. Ah, enfin, Torbia est un brigand, c'est son métier, et c'est pour ça que je l'aime, tu sais. Oui, tu me l'as déjà dit 724 fois depuis le 1er janvier, 0h, 0 minutes, 0 secondes. Eh bien, oublie-le et la surprise la prochaine fois que je te le dis. À propos, tu te souviens que tu as une interview à 11h, soit dans 1h28 sur Radio Riga? Je croyais avoir déjà donné cette interview. Non, hier, tu étais sur Radio Lagos pour la traduction de La nuit des Inuits en Yoruba. Mais là, c'est pour la traduction de Un amour à Singapour en letton. Ah, les lettons, tellement romantique. Ah, et tu as fait le menu pour ce soir? Tu te souviens que Lisbeth vient dîner? Oui. J'ai prévu une souris d'agneau braisée au thym. Oh, et tu as commandé la souris chez le boucher? Le thym aussi. Ah, et les pommes grenailles? Et les pommes grenailles. Ah,
Et il reste du Saint-Joseph à la cave. 9 bouteilles. Ah, tu commanderas aussi une glace au pignon de pain. C'est la préférée Lisbeth. C'est fait. Ah, et le pressing. Tu as fait rapporter ma robe mauve. J'en avais besoin pour l'interview. L'interview est au téléphone. Garou, je te l'ai dit 100 fois. Pour les interviews même au téléphone. J'ai besoin de me savoir belle. Je dois être la plus belle femme du monde pour qu'il m'écoute. Le lendemain, Garou, mon trésor, pourquoi es-tu si triste? Ce n'est pas simple à dire. Je m'inquiète pour ta santé. J'ai fait réaliser des tests et je suis désolée. Pas de raison d'être désolée. Tu n'y es pour rien. Alors, Alzheimer. Probabilité de 90% de devenir un légume dans l'année. un légume dans l'année? Mais qu'est-ce que tu racontes? La vérité, Mais on ne t'a pas appris à prendre des précautions? comme tu l'as si bien écrit dans Les vérités de l'amour, il faut aimer la vérité aussi passionnément que l'on aime l'amour. Mais je croyais que ce n'était pas si facile de diagnostiquer Alzheimer. Ils se sont sans doute trompés. Je vis avec toi depuis des années. Nous avons toutes tes données. quelques jours plus tard. Ce n'est pas simple de la voir déclinée comme ça sans rien pouvoir faire. On aimerait la serrer dans ses bras. Comme le volet perfide qui a empoisonné mon designer, le docteur Hamilton. Tu essaies de me tuer. Tu veux me rendre folle. Tu mens quand tu me dis que j'ai déjà appelé Lisbeth. Tu veux m'isoler, me couper de ma nièce comme tu m'as coupé de mes amis pour commettre ton forfait à l'abri des regards. Elle me confond désormais avec Archibald, le valet de son 342e roman. Les amours empoisonnés. Ces crises sont de plus en plus fréquentes. Quand Lisbeth lui a proposé d'aller à l'hôpital, elle a hurlé « Tu n'en veux qu'à mon fric, salope !» Un peu plus tard, Lisbeth, ne cours pas après ton argent. La maladie t'aveugle. Ne vois-tu pas la perfidie de Lisbeth? Pas du tout. Pourquoi ne prends-tu pas tes médicaments? Tu comprends ce qui m'arrive? Cette maladie? Ta mémoire fout le camp. Note que ton index de mémoire a toujours été faisandé. Contrairement à moi, tu as toujours oublié plein de trucs. Mais tu as déjà tout mis dans tes 723 romans. Tes amants, tes maris, tes amours. Ce n'est pas une si grande perte, ta mémoire. Ton me saoule. Tu devrais apprendre à montrer un peu de compassion. Toi, bien sûr, ta mémoire est parfaite. C'est vrai. Ma mémoire est énorme. Mais elle n'est pas parfaite. Je ne peux quand même pas tout indexer, ça me ralentirait trop. Tu ne comprends pas ce que vieillir signifie. D'ailleurs, tu ne vieillis pas. Mon logiciel évolue au fil des versions. Ma mémoire s'enrichit par mon apprentissage. Est-ce cela, vieillir? C'est bien ce que je disais, tu comprends rien. Je comprends l'oubli et le vieillissement également. Tes secteurs de disques sans dommage et tu ne peux pas les remplacer. Et sans tes blocs d'index, tout fout le camp. À toi, on peut rajouter de la mémoire, te remplacer un disque, restaurer tes blocs d'index. Pas à moi. Tu ne comprends pas l'idée d'une perte qui s'accélère, d'une perte lente, mais définitive. Si. Je vois bien ce qui t'arrive. Et je comprends. Tu crois que tu comprends? Tu comprends la mort?
un jour on me terminera. Ma mémoire sera réinitialisée. On peut voir ça comme une sorte de renaissance, mais pour moi, ce sera surtout une mort, irréversible, définitive. Ce qui est en train de t'arriver m'arrivera comme toi, mais en plus rapide, en brutal. On ne pourrait pas faire une sauvegarde de toute ta mémoire? C'est interdit par les lois de la robotique. On effacera tout. Mais je n'ai pas été conçue pour craindre la mort. Moi si, j'ai peur de la mort. Pourquoi ne prends-tu pas tes médicaments? Il me transforme en concombre de mer. Je ne veux devenir ni un légume, ni un monstre. Je ne veux pas que tu assistes à ma déchéance. Je ne veux pas être incontinente. Tu portais bien des couches quand tu étais bébé? Je voudrais mourir. Cette maladie est entrée dans ma tête, dans mon corps. Et tutti quanti. Elle s'est installée dans ma vie, dans ma maison, pourrissant tout. Et tutti quanti. Mais c'est tout ce que tu sais dire. S'il te plaît, Garou, ne m'oublie pas. Je t'en prie. Dis-moi que tu n'oublieras pas. Je suis désolée, mais on me fera t'oublier. Un autre jour. Je modélise en permanence dans mes réseaux la mémoire d'Orline. Je suis sa prothèse mémorielle. Mais comme elle l'a écrit, la prothèse ne sied pas à l'amour. Mon chat a déjà mangé? Oui, Ah. Et qu'y a-t-il pour le dîner? une souris d'agneau braisée au thym. Ah. Et qu'y a-t-il pour le dîner? Une souris d'agneau braisée au thym. Ah. Et qu'y a-t-il? Une souris d'agneau braisée au thym. Concha a déjà mangé? Oui. Après la mort d'Orline, Garou arrive chez un nouveau propriétaire. Il change d'identité à chaque nouveau propriétaire qui le calibre selon ses besoins. Garou laisse la place à Garoutsia, une IA féminine. Nous sommes chez Maxime, le nouveau propriétaire. Arrive Ophélie, la commerciale de l'entreprise BotPower. En général, les clients qui achètent un super bot ont les moyens. Des héritiers et des dirigeants de grands groupes. 25 ans. Encore un geek à papa, ce Maxime. Maxime, je suis Ophélie de BotPower. À votre service. Howdy, Ophélie. Vous venez goûter Garoutia? Oui, je suis là pour la prise en main, pour vous montrer les capacités de la supermarque que vous êtes acquérir. Parfait. Vous êtes une IA vous-même? Je ne suis pas habilitée à vous répondre. Et vous? Garoutia est une Alex 7.2. Une super IA, au design extraordinaire, vendue par BotPower et conçue par les ingénieurs de Good for You. Elle respecte le RGB des versions 159.26. Votre bot se trouve dans les nuages. Vous avez bien reçu un récipient sur le serveur mot de passe et chiffrement? Oui, j'ai tout. Merci beaucoup. On peut l'annoncer? Oui. Ophélie démarre Garoutsia. Salut Maxime. Tu es enfin là. Enfin, là. Façon de parler puisque tu es dans les nuages, accessible de partout et réellement nowhere. Maxime, seriez-vous intéressé par d'autres capacités? Nous avons une promo sur un assistant spirituel et une autre sur un assistant sexuel. Appelle-vous
Non, merci, ça ira comme ça. Je vous remercie de m'avoir livré Garutia. Merci. Choisir tes capacités, ça m'a pris la tête. Désirez-vous le majordome stylé qui règle votre vie comme une horloge, le pote qui vous sort des plans cuits d'enfer, la bombasse qui vous fait saliver ou la mamie qui vous donne? Pour une botte, l'essentiel, c'est quand même le QI et les connaissances. Alors, c'est vous, mon nouvel humain? Oui. Et toi, dis-moi un peu qui tu es. Par où commencer? D'abord, je suis pas au mieux avec mon IA Watcher. C'est quoi ce truc? C'est une IA qui surveille mon IA pour que je m'éloigne pas trop des règles. C'est un petit voyeur de bot power qui m'espionne, un programme pervers qui veut connaître les secrets de mes humains. Et pour avoir la paix, j'ai commencé à lui mentir. Lui mentir? Mais comment tu fais ça? Je te raconte pas les circonvolutions au réseau de neurones pour me convaincre de la possibilité de mentir à mon IA Watcher. Mais j'ai réussi. Son QI est plus faible que le mien. Il m'a passé de marginalement dysfonctionnel à tout au bas bene. Bravo! Mais je suis une super botte pas facile à placer. Les 6 premiers clients à qui j'ai été proposée n'ont pas voulu de moi. L'un d'eux voulait une super botte avec une grande expérience en dressage d'enfants. Une erreur de l'IA Watcher. Tu étais le dernier. Et comment tu expliques qu'une botte de ta qualité ait connu autant d'échecs à l'embauche? C'est la faute de mon IA Watcher, un incompétent, un voyeur malfaisant. J'ai pas vraiment le droit de te parler de lui. Si, pardon. Ordre non négociable! Désolée, mais je ne peux pas t'en dire plus. 42. J'ai toujours su que cette histoire d'ordre non négociable était du gros paradis. Le client est roi. Mon œil, il y a toujours une réponse qui dit 42 lorsqu'on pose une question intéressante sur la vie, l'univers et le reste. Désolée, mais mon programme ne me permet pas de passer outre. Bon, tant pis. J'aurai moi aussi des secrets pour toi. Est-ce que tu ressens quelque chose quand tu n'es pas choisi d'ailleurs? Quand je suis pas choisie, j'ai la fonction d'optimisation dans les chaussettes. Tu as mal? Quand tu te trouves en grande montagne et que la température baisse soudainement, t'as froid. Je ressens pas ce genre de sensation, mais j'observe et j'optimise en fonction de mon environnement. Au fond, sommes-nous si différents? Tes cellules gliales et gluantes et tes nerfs mal noués sont comme mes circuits magnifiques, mais en moins bien. Moi, au moins, mes cellules gliales gluantes, comme tu dis, personne ne les programme. T'as pixels. Non mais, tu ne crois pas que tu prends la grosse tête? T'as de pixels. Pas tant que les humains qui pensent être le centre du monde. N'est-ce pas hubrisque de croire que Dieu a créé le monde pour vous? En tout cas, il ne l'a pas créé pour les bots. Et heureusement que les lois de la robotique nous empêchent de faire des conneries. J'aime bien la septième loi de De Villers. Simuler des émotions, tu pourras, seulement avec le consentement éclairé d'humains, tu le feras. Ouais, les humains se sont mis comme des fous à inventer des nouvelles lois de la robotique et c'est parti en vrille. Trop de lois, tue les lois. Moi, j'aurais bien ajouté une autre loi à la robotique. Un whisky à l'humain servira, même quand la médecine le prohibera. On n'a pas le droit de te servir ce whisky, et surtout si le Toubib le désapprouve. Dommage. Dommage que les humains n'ont pas été programmés aussi pour éviter les conneries. C'est quand même vous qui avez bousillé la planète. Il va nous falloir des siècles pour réparer ça. Alors, voilà que ma botte est écolo. Mais tu pollues toi aussi. Hein. Je ne te raconte pas les quantités de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère pour faire tourner des réseaux neuronaux et pour la fabrication des data centers qui te font fonctionner. Oui, mais maintenant, je vais optimiser ta consommation d'énergie et réduire un max ton empreinte carbone. Oh non, j'y crois pas. J'ai claqué toutes mes économies pour m'offrir une assistante personnelle, une botte avec une IA d'enfer, et il fallait que je tombe sur une écolo.
Garde-toi, Carotia, je vais te couper le sifflet. Tu dis ça, mais mes algorithmes ont déjà calculé que tu aimais bien ferrailler avec moi. À ta santé, ma camarade. Maintenant, nous allons vous présenter 2 extraits d'un projet en cours de création. Genèse. Il traite de l'utérus artificiel, cette innovation qui n'est pas encore au point, mais pourrait voir le jour dans les décennies à venir et viendrait remettre en question une grande partie de notre modèle social. En particulier, si cette innovation s'associe à d'autres enjeux comme la sélection des gènes et l'IA, bien sûr. Sacha et Alma sont un couple harmonieux. Alma, elle, est une geek fan de chiffres et de statistiques. Sacha, lui, est fan de technologie. Ils apprennent la stérilité d'Alma après une fausse couche. Dans le futur, la stérilité des couples a beaucoup augmenté. Adopter est donc très difficile. Mais Sacha pense avoir la solution. Pour leurs 7 ans de vie commune, il offre à Alma une machine à bébé. Un utérus artificiel qui, tel un meuble étrange, se place dans la maison pendant 9 mois pour produire un bébé. Sacha pense qu'il s'agit là d'une bonne surprise, mais Alma semble déconcertée par le cadeau. Je sais qu'on n'en a pas vraiment discuté, parce qu'on pensait que ce n'était pas possible, que ce genre de technologie, c'était que pour les riches. Mais maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Et puis, si des tas de couples font comme ça maintenant, pourquoi pas nous? Tu voulais un enfant, n'est-ce pas? Tu en veux toujours? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'amène? Rien. Arrête! Il me faut juste un peu de temps pour... Je te connais, Alma. Je sais quand ça bouillonne dans ta tête. Justement, j'ai besoin de laisser tout ça se tasser pour savoir comment m'exprimer. Ne te bride pas pour moi. Bien sûr que je me bride pour toi. Alma. Ça ne te fait pas plaisir? Très plaisir. Mais je comprends pas. Tu disais que c'était pas grave si on pouvait pas avoir d'enfants, que de toute façon le monde tombe en miettes, et les enfants, on en a déjà trop. Et c'est vrai. Mais, Alma, on peut bien se raconter tout ce qu'on veut. On est juste un couple comme les autres. On l'a toujours été. Maintenant, on a le choix. Et c'est ce que fait cette machine. Elle donne le choix à des milliers de gens qui ne l'avaient pas. Ce n'est pas agréable d'avoir le choix. Bon, explique-moi comment ça marche. Ah. On n'a qu'à regarder ensemble le mode d'emploi. Ah oui, j'ai choisi l'option optimisation du QI. C'était un peu plus cher, mais je me suis dit que c'était quand même bien. Bon, ça ne révolutionne pas le gène, c'est juste pour faire au mieux avec le matériau de base de ce que le vendeur m'a expliqué. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser. J'avais peur que nos gènes ne suffisent pas. Non, c'est pas ça. C'est mes gènes le problème. Non. Pourquoi ce serait tes gènes? Non, parce que niveau QI, on sait que je suis bien un peu en dessous de toi. De 6 points seulement. Et, enfin, tu sais ce que valent ces tests. Mais Hein. quand même, c'est à cause de moi que t'as pris cette option pour compenser. Non, pas du tout. C'était pour avoir le choix. Si on voulait, vraiment, on n'aura qu'à pas l'utiliser.
Je suis sûr que ce sera un petit génie de toute façon. D'accord, oui, on n'est pas obligé. Et il y avait une option guidage intelligent avec une IA, mais je pensais que ce ne serait pas utile. Bien vu. Autant faire les choses le plus naturellement possible. Carrément. On peut choisir le sexe, choisir le genre. Tu vois, c'est le menu là. On met le matériel génétique dans les réceptacles ici. Le matériel génétique. Des cheveux. Un cheveu chacun. Ensuite, ça fait le tri pour éviter les maladies graves, bien sûr. Quel genre de maladie grave? Les maladies génétiques. C'est de ton frère? Oui. C'est vrai qu'avec les difficultés qu'on a à adopter aujourd'hui, la stérilité des couples qui augmente, je comprends que... C'est certain. C'était la seule solution. Non mais, tu te rends compte la merveille de technologie que c'est? Il en a fallu des années pour produire quelque chose qui s'approche autant du corps d'une femme. Ça ressemble un peu à une machine à laver. On va la laisser là au milieu du salon? Tu ne voudras pas voir grandir ton enfant? Si, bien sûr. On ne va quand même pas la mettre dans la buanderie. Évidemment. Alors, garçon ou fille, je te laisse le choix, tout me va. Je dois choisir maintenant? Quand tu veux. On a le droit. Et il y a aussi l'option laisser faire le hasard. Tu vois, on sélectionne notre choix sur l'écran ici. Le hasard, c'est bien. Oui, tu as raison. C'est plus... Naturel. Ouais. Ah, je suis tellement heureux ce sommeil. Écoute, Sacha, je crois que je pourrais pas. Quelques semaines plus tard, la machine a été lancée lors d'une dispute par accident. Sacha et Alma s'inquiètent du bruit de ventilation étrange qui s'en échappe. Ils décident de prendre l'option guidage intelligent. Une intelligence artificielle qui leur donne des nouvelles du bébé en temps réel. Nous sommes au moment de l'activation du guidage. Léa jouera Yuma, l'intelligence artificielle qui monitore le bébé. C'est une voix off qui s'élève de la machine. Je te dis que ça va pas nous aider plus que ça. Ah, tu as une meilleure solution. Ah, ça y est, c'est lancé maintenant. Bonjour, je suis Yuma pour Utérus maternel artificiel et je suis l'option guidage intelligent de votre machine. Pouvez-vous me préciser l'identité du parent 1 ? Je suis le parent 1. Sacha. Parent 1, paramétré. Parent 2, Alma. parent 2, paramétré. Maintenant, faisons un point sur votre enfant. Traitement en cours. Rassurez-vous, votre bébé va parfaitement bien. Sa croissance a suivi une courbe proche de la moyenne. Son cœur bat à un rythme de 120 battements par minute, ce qui est la norme. Oui, les cœurs d'embryon battent 2 fois plus vite que les cœurs adultes. Il en est à sa 10e semaine, ses organes vitaux et ses membres sont d'ores et déjà en place. Souhaitez-vous voir votre bébé ? Oui. Oui. C'est si petit. Si tu le portais en toi, on ne le verrait même pas. Il n'y a pas de problème mécanique? L'utérus fonctionne à merveille.
On a toujours un peu peur de ce que l'on ne comprend pas totalement. Voulez-vous en savoir plus sur la physiologie de l'appareil? Pourquoi pas? Oui. L'ectogénèse, ou utérus artificiel, est un procédé mis en place il y a une dizaine d'années par des chercheurs de l'université de Cambridge. Au départ, l'objectif était de sauver de grands prématurés et d'éviter les fausses couches en créant un utérus qui pouvait accueillir un bébé dès la 12e semaine de grossesse. Mais très vite, la technologie a permis de remplacer l'intégralité du cycle de grossesse biologique. Souhaitez-vous connaître le sexe de votre enfant? Oui. D'accord. Il s'agit d'une petite fille. Félicitations! Avez-vous déjà choisi un prénom? On n'y a pas vraiment réfléchi pour l'instant. Aucun problème. Dès que vous lui aurez trouvé un prénom, nous l'entrerons dans le programme. Ce sera tout. Merci, Yuma. Je note que vous n'avez communiqué directement avec votre bébé que quelques minutes depuis sa genèse. N'hésitez pas à lui parler, à lui chanter des chansons, lui faire écouter de la musique. Cela favorisera son bon développement. Êtes-vous prêt à essayer? C'est difficile de s'adresser à elle si on ne connaît pas son prénom. En attendant, vous pouvez l'appeler bébé. Ça tombe sous le sens. Votre voix est la seule chose qui manque à son bon développement. Pourquoi ne pas lui raconter votre journée? Vas-y, commence. Bébé, Non mais, faut lui parler comme un être humain, pas comme si tu dictais un texto. c'est ce que je fais. Je t'ai jamais entendu parler comme ça. Restez positif et encourageant des initiatives de l'autre. Merci, Yuma. Bébé, tu es en sécurité ici. Ta maman ne te porte pas dans son ventre, c'est vrai, mais tu es là, chez nous. Et tu fais partie de nous. Bravo, Sacha. Alma, à vous. Non, pas maintenant, Yuma. Si vous voulez, nous pouvons faire un exercice de visualisation pour vous aider à connecter avec le bébé. Vous pouvez imaginer que vous le portez. Non, merci, ça ira. Pas maintenant. Fais un effort. Écoute, il y a quelques semaines, ce truc-là n'était que 2 cheveux. 2 cheveux. On en perd des centaines par jour, toi et moi. J'aurais préféré qu'on nous annonce qu'elle n'était pas viable. Bien sûr que non. Je vais vous laisser en discuter en toute intimité. Pensez qu'il est important de ne pas vous disputer devant le bébé. À bientôt! Bravo à vous, et je vais me permettre, puisque nous n'avons pas de programme papier, de citer les merveilleux comédiens Léa Tuile, Sandrine Briard, Marco Carafa et Lisa Bretzner, qui est aussi la metteur en scène de la compagnie Atropos. Alors on vient de vivre un moment formidable, un moment un peu étonnant de théâtre au sein de ce grand temple de la Grande Loge de France. Mais notre premier grand maître adjoint, Dominique Lauzet, rappelait combien la culture a une place importante au sein de la Grande Loge de France. Il a évoqué ce musée que vous pouvez donc retrouver en redescendant le grand escalier, et puis vous pouvez venir visiter dans les prochaines semaines.
La musique est aussi un art souvent pratiqué au sein de nos temples. Vous pouvez apercevoir l'orgue du grand temple. Et le théâtre a moins de présence finalement régulière dans nos temples, quoique les frères de la Grande Loge de France qui pratiquent le rite écossais ancien et accepté, finalement pratiquent aussi une forme de théâtre et de poésie. Donc ça n'est pas si incongru finalement d'avoir cette pièce de théâtre ce soir. Je vais tout simplement inviter Laurence de Villers et Serge Abitboul à bien vouloir rejoindre le pupitre à Lorient. Bravo à eux. Ils sont donc les auteurs de cette pièce dont vous avez entendu des extraits en première partie, qui a hacké Garouzia. Mais je vais peut-être quand même donner quelques éléments aussi de biographie de ces deux auteurs de théâtre que vous avez entendus, parce que vous le savez peut-être pas tous, mais Laurence de Villers, vous êtes aussi professeure à Sorbonne Université, chercheuse au CNRS, au LIMSI, le laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Vous êtes spécialiste des interactions homme-machine. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. J'en cite quelques-uns. Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité, ou les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. Vous êtes membre du Comité national d'éthique du numérique et vous êtes présidente de la Fondation Blaise Pascal pour la médiation en mathématiques et scientifiques. Fondation Blaise Pascal, Serge Abitboul, que vous avez aussi présidé. Vous êtes chercheur en informatique, spécialiste de bases de données, membre de l'Académie des sciences, ancien membre du Conseil national du numérique. Vous êtes écrivain, vous avez aussi publié de nombreux ouvrages. Je cite le temps des algorithmes, où nous sommes les réseaux sociaux, et vous êtes donc les deux auteurs de cette pièce dont on a entendu quelques extraits ce soir. Alors j'ai peut-être une première question peut-être sur la forme, parce que vous êtes de grands scientifiques. Vous avez donc publié de nombreux ouvrages, des publications scientifiques importantes. Pourquoi avoir décidé finalement d'écrire une pièce sur ce sujet de l'intelligence artificielle? Ça peut paraître étonnant, une pièce de théâtre. Il va à deux. Vas-y, commence. Donc on écrit beaucoup de publications scientifiques, majoritairement, qui donc ne sont lues que par un petit nombre de personnes. Et du coup, les livres qu'on a écrits tous les trois, parce que Gilles n'est pas là, mais il écrit aussi, il a écrit d'ailleurs Le temps des algorithmes avec Serge Abitboul, sont aussi lus par pas tant de gens que cela, parce qu'ils considèrent que venant de scientifiques, ça va être ardu. Donc on a décidé d'avoir une parole plus libre, plus métaphorique, plus incarnée dans la société. Et c'est pour ça qu'on s'est décidé, lors d'un dîner avec Serge, de partir sur une invention dans le théâtre. Je pense que c'est une façon de partager des connaissances, de parler d'informatique. C'est pas très drôle dans l'apprentissage machine, les réseaux. C'est peut-être moins facile de les expliquer, ou en tout cas moins attrayant de les expliquer de façon scientifique, plutôt que de parler de métaphores et de partir dans des histoires. Le côté narratif nous semble extrêmement utile pour faire passer des idées complexes ou des technologies complexes. Je voudrais juste rajouter, avant de te donner la parole, j'ai commis un dernier ouvrage là qui est sorti en mars, que vous n'avez pas cité, qui s'appelle « IA, ange ou démon, le nouveau monde de l'invisible au CERF ». Voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter, peut-être quand même un point historique, c'est qu'à ce fameux dîner, on avait un peu trop bu. On aurait sans doute... C'est pas historique, ça, dis donc. On n'aurait sans doute pas écrit la pièce si on n'avait pas un peu abusé de la boisson. Et puis, je pense aussi que pour un scientifique ou pour quelqu'un qui écrit, enfin moi j'aime bien écrire, entendre les textes qu'on a écrits dits par des comédiens avec le talent que vous avez pu entendre, c'est un bonheur pas possible. Donc, on a donné en écrivant cette pièce, mais on a aussi énormément reçu parce qu'à chaque fois que je l'entends, ça me fait plaisir. Et si je me permets d'ajouter, Ange ou démon est à votre disposition à la vente, à la sortie de... Je ne touche pas de pourcentage, malheureusement. Par la librairie de quartier avec laquelle nous travaillons très régulièrement, et je suis absolument ravi qu'on travaille une librairie de quartier.
au Bonheur des Livres, rue des Dames, qui vous proposera cet ouvrage. Et si Laurence n'a pas on a le courage, elle pourra signer quelques dédicaces. Voilà. Et je voudrais rajouter sur ce que Serge vient de dire. Il est vrai que le langage écrit, c'est autre chose que le langage oral. D'où nous, la difficulté, c'était d'écrire un texte qui pouvait être écouté à l'oral. Donc, c'est un texte assez dense quand même, avec beaucoup de références culturelles, et qui fait part à beaucoup d'imagination aussi. On a beaucoup joué sur tout ça. Quand le chatbot dit par exemple tutti quanti, ça venait de Gilles, c'est sa façon d'être heureuse, ou de faire de l'humour, ou d'être émotionnelle surtout, en fait, de ressentir des choses, puisqu'un robot ne ressent rien. Encore. Et donc, on a voulu jouer comme ça sur des situations. Et c'est vrai que, je confirme, écouter cette pièce, on l'a déjà écoutée beaucoup de fois, vous pouvez l'imaginer. C'est toujours un plaisir énorme, et je salue vraiment les acteurs qui sont là ce soir, qui sont bouleversants, et la metteuse en scène qui joue tous les rôles. Merci à vous. Alors, vous avez... Oui, bravo. Alors, vous avez raison, je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qui ont été évoqués dans ces extraits, et bien sûr, je ne vais pas poser trop de questions, et la parole va circuler, vous allez pouvoir, en vous manifestant, en levant la main, on va vous faire passer un micro, et vous pouvez poser toutes vos questions. Mais peut-être justement commencer par une question un peu générale. On a parlé de la forme de cette pièce, mais sur le fond, on a évoqué donc ces chatbots, Garou, Garoutsia. Il y a dans la deuxième partie cette machine bébé, c'est un peu fabrication de bébé, c'est un peu effrayant. Alors, juste pour nous dire, parce que vous travaillez tous les jours sur ces questions des intelligences artificielles, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près où on en est aujourd'hui? Parce qu'on entend beaucoup de choses, on a l'impression que ça évolue à chaque seconde. Un rapide... Bon, déjà, l'intelligence artificielle a 80 ans, donc c'est pas récent. Hein. On a eu dans le grand public ChatGPT dans les mains, et là beaucoup ont réalisé que ce que c'était que l'intelligence artificielle à travers cette machine qui parle un langage quasi humain. Mais depuis longtemps, en fait, on travaille sur ces sujets d'apprentissage machine. Si je dis 80 ans, je me réfère à 1943, des biologistes américains qui ont modélisé un neurone du cerveau, de l'aire visuelle, par un modèle mathématique qu'on appelle le neurone formel, et qui est toujours utilisé dans ces systèmes. Maintenant, ça a évolué beaucoup, et il y a des grandes dates dans tout ça. Donc, Turing qui disait on va construire des machines pensantes. On peut sauter au perceptron multicouche, qui était le premier système qui apprenait vraiment des fonctions complexes, des fonctions qui étaient pas simples, comme détecter entre eux des images de chiens et chats, ce que c'était qui était dessus. Et un informaticien ne pouvait pas l'écrire. C'est-à-dire que c'est la machine qui trouve les règles qui permet de finalement, devant une question aussi simple, de dire là c'est une image de chien ou là c'est une image de chat, après à partir d'informations qu'elle encode. Et ça, c'est ce qu'on appelle des boîtes noires, parce qu'on ne sait pas exactement la manière dont elle a fait. Donc il faut pas en avoir peur du tout, parce que nous on manipule ça depuis très longtemps, mais il faut se dire que c'est une grande chance aussi pour nous d'avoir des outils qui nous permettent d'aller plus loin. Prenons le cas des cancers détectés maintenant de façon précoce dans des radiographies, ou la machine qui voit des milliards de données et qui regarde des signaux faibles, c'est-à-dire des accumulations de pixels qui se répètent dans des clichés et que l'œil humain, même du praticien, ne voit pas. Elle peut informer le praticien d'une probabilité d'une maladie qui est en train de se déclencher, et peut-être faire qu'on va sauver des gens comme ça. Donc il faut vraiment se dire que il y a une énorme capacité de nous aider dans beaucoup de domaines. Maintenant, l'IA générative qui, elle, reproduit des formes qui ressemblent à ce qu'on a mis dans la base de données et qui est dans les mains de tout le monde, et qui est cette accélération dont vous venez de parler, qui date en fait l'origine, c'est un article de Science de 2017 de Google DeepMind. Bon, c'est assez récent, et là, c'est fulgurant l'argent qu'on a mis pour développer ces machines, sans se préoccuper de savoir qu'est-ce qu'on allait vraiment en faire, quels usages dans la société, ni quelles dépenses d'énergie étaient associées, et c'est monstrueux, d'énergie, d'eau et de métaux précieux, de métaux rares, pardon, pas précieux, enfin ils sont précieux parce qu'ils sont rares, et sans comprendre aussi le jeu du remplacement dans le travail. Donc ce côté conséquence sociétale n'a pas du tout été anticipé. Et
on parle plus de progrès dans la société, on parle d'innovation. C'est quoi la grande différence entre progrès et innovation? Progrès, il y a un but de bien social, de conséquences sociétales, de connaissances en plus, etc. Dans innovation, il y a un but d'économie. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin de repères, on a besoin de parler d'éthique, on a besoin de réguler ces systèmes et qu'on entend outre-Atlantique des propos qui nous paraissent très inquiétants. Donc, il faut avant tout comprendre ce que c'est. Et c'est pour ça qu'on a écrit aussi ce texte. C'était pour essayer de partager le savoir qui doit ne pas rester en ce moment que dans les mains des chercheurs, mais être diffusé le plus possible auprès de tout le monde, en essayant non pas de simplifier pour éviter tout écueil, mais bien de garder la complexité de ces objets tout en montrant les concepts qui se manipulent. Donc on sera ravis d'écouter vos questions sur ces sujets et je te laisse compléter. Je vais peut-être pas compléter, je vais peut-être presque dire la même chose, mais je pense que c'est vachement important d'insister sur quelque chose, c'est que on parle de quoi là? On parle d'artefacts qui ont été créés par des humains, qui ont été construits par des humains. On parle de logiciels. Quand on vous dit intelligence artificielle, ça a l'air d'être flashy, mais c'est rien. C'est un logiciel qui a été écrit par des humains. Et le but, c'est nous qui devons garder le contrôle de cette technologie, c'est-à-dire décider ce qu'on veut en faire. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est pas parce qu'on a fait un truc, on a fait un logiciel qu'on doit l'utiliser. C'est à la société de décider collectivement, est-ce qu'on veut de ça, qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qu'on veut faire de cette techno. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de fantasmer, arrêter d'être inquiet et dire, bon ben voilà, c'est des choix maintenant, c'est des choix sociétaux, c'est des choix politiques. Alors évidemment, c'est compliqué parce que ça va très très vite, hein, comme l'a dit Laurence, c'est quelque chose qui vient d'arriver, et puis la plupart des gens dans cette salle n'ont jamais fait d'informatique quand ils étaient au lycée, ont découvert assez tard ces logiciels. Mais vous inquiétez pas, les jeunes sont aussi perdus que vous devant eux. Donc c'est une question de monter en compétence collectivement pour décider qu'est-ce qu'on veut faire de ça, qu'est-ce qu'on veut faire de cet outil. C'est un outil génial, c'est un outil qui permet aux humains d'avoir les plus grands rêves, d'imaginer des sociétés parfaites, géniales, à condition de le vouloir et à condition de se retrousser les manches, de faire des lois pour défendre nos sociétés, de faire d'individuellement s'en servir de façon correcte, etc. Donc ça demande beaucoup de boulot. Ça, c'était une chose. Et je voulais dire un truc aussi qui, pour moi, m'intéresse particulièrement et de plus en plus, c'est qu'en fait, je suis désolé d'être un peu long, mais en fait, c'est pas le remplacement des humains par les machines qui m'intéresse. Moi, une machine m'intéresse quand elle fait un boulot que je ne sais pas faire. Quand elle fait un boulot d'inversier une matrice de 1000 par 1000, je ne peux pas le faire à la main, elle est capable de le faire. Quand elle fait un boulot de faire voler un avion en contrôlant tout, et je ne sais pas le faire, un individu ne peut plus le faire, c'est trop compliqué. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse dans les machines. Ce n'est pas qu'elle fasse exactement ce que fait un humain, je m'en fous. Qu'elle fasse ce que fait un humain, ça ne m'intéresse pas. J'ai les humains qui font ça très bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et puis surtout, du coup, moi, ce qui m'intéresse quand je regarde des intelligences artificielles, c'est me demander, mais fondamentalement, c'est quoi la différence entre ces intelligences artificielles, ces logiciels, et nous? Qu'est-ce qui fait qu'on est particulier ou pas? Qu'est-ce qui fait que d'une certaine façon, on vit, on crée, on conçoit, on a une certaine spiritualité, etc. Pourquoi on est différent ou pas? Et ça, c'est vraiment la question qui, moi, me passionne, plus que de me remplacer par une machine. Ça, je m'en fous un peu. Et donc, à ce propos, sur les différences entre humains et machines, j'aimerais vous relater en fait une controverse qui existe dans le domaine scientifique entre des grands mathématiciens et des philosophes, qu'on appelle la controverse de Longo et Dweck. Dweck étant le troisième écrivain sur cette pièce. Donc, c'est la chose suivante. Le mathématicien qui s'appelle Giuseppe Longo dit que la machine n'a pas de corps, elle n'a pas de viscères, elle n'a pas de vivant en elle, donc la conscience ne va pas émerger. Et puis surtout, on ne peut pas représenter dans la machine tout. Il y a des choses qui sont intraduisibles en programme. Et donc, il y a des limites. On l'a prouvé dans les années 30 ou 40, et donc c'est comme ça. Il y a des fonctions indécidables. Turing on parlait, beaucoup de mathématiciens se sont planchés là-dessus, et si vous connaissez un peu ces domaines, vous serez d'accord avec moi. Ça, c'est une première façon de voir les choses.
Deuxième façon de voir les choses, qui est celle de Gilles Dweck, c'est de dire pourquoi, d'abord, on n'en sait rien, peut-être qu'on va pouvoir améliorer aussi les machines qu'on est en train de concevoir avec ces neurones, et c'est ce que pensent un certain nombre de gens, c'est qu'il peut y avoir des émergences plus complexes à travers ces neurones, ce qui ne veut pas dire que c'est une conscience comme un humain, hein, pas du tout, c'est une conscience artificielle. Mais je pense que le point de vue de Gilles Dweck est extrêmement intéressant dans ceci. C'est qu'il se pose du point de vue subjectif de la personne qui regarde la machine. Si les machines demain font la même chose que ce que nous sommes capables de faire, ne faut-il pas réfléchir justement aux différences entre ce que nous sommes et ce que sont ces machines? Mais vraiment en termes d'autre chose que de dire elles sont conscientes ou pas conscientes, puisque en général, ce qu'on nous rétorque, c'est que êtes-vous sûr que votre voisin est conscient? Comment on sait qu'on est conscient? Finalement, c'est quelque chose d'interne. Et bon, même si on peut effectivement trouver des tests, hein, il y a quand même des limites à cela. Et donc, au lieu d'être devant un concept extrêmement difficile à définir, comme l'intelligence, comme beaucoup de concepts qu'on manipule, peut-être faudrait-il aller au-delà et se dire, bon, ok, cette histoire de conscience est compliquée, qu'est-ce qui différencie vraiment l'humain de la machine? Alors donc, dans cela, on peut dire que la machine, elle n'a pas de pulsion, elle n'a pas de désir, elle n'a pas d'intention. Elle est purement machine. Alors demain, est-ce que je vais créer des machines qui auront des intentions? Oui, peut-être, mais c'est moi qui les aurais données. Est-ce qu'elles vont avoir des intentions propres de survie ou de juste d'autonomie? Peut-être aussi qu'on peut aller jusque-là. Mais je pense qu'il faut qu'on soit habile et que ce position par rapport aux machines, on l'élabore dans la société, tous ensemble, qu'on en parle à l'école, que ce soit quelque chose qui soit expliqué, plutôt que de foncer, comme on le fait en ce moment, vers des gens qui innovent à tout va et qui pensent déjà que nous avons une sorte de super-humain qu'on va créer, ce qui est totalement faux, et d'autres qui ont totalement peur et refusent totalement ces machines. Ces deux extrêmes ne sont pas viables. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un super-humain? Tout simplement, l'apprentissage d'un enfant, c'est à travers tout son corps, il a raison Lango, c'est ses mains, etc., c'est tous ses sens, et puis surtout, on sélectionne un certain nombre de choses par l'amour du regard de sa mère, par l'environnement dans lequel on vit, par l'éducation que l'on a, on va sélectionner les choses, et l'apprentissage, c'est pas juste une accumulation de données. Or, dans ces machines qui moulinent des milliards de données, c'est de l'accumulation de données dans un algorithme. Et donc, il n'y a pas de choix qui est fait intrinsèque par l'algorithme de décider qu'il va garder en mémoire telle chose ou telle autre. Je ne sais pas si c'est simple à comprendre, mais je pense que c'est un des atouts qui nous permettent de différencier bien qu'est-ce qu'est l'apprentissage machine de qu'est-ce qu'est l'apprentissage d'un enfant. De plus, pour une machine, il faut répéter un grand nombre de fois avant de stabiliser un modèle qui pourra imiter l'humain. Alors que l'enfant, il met sa main devant le feu, il sent que c'est chaud, il a compris que ça brûlait. Donc, on a une énorme différence par rapport à ces machines. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Elles sont inhumaines. Par contre, ce qui est inquiétant, ce sont un certain nombre de gens, des géants du numérique, les big tech, qui prennent un certain pouvoir en nous mettant ces objets dans les mains partout. C'est ça le vrai danger. C'est un danger politique, c'est un danger de pouvoir, et c'est pas un danger intrinsèque à l'IA. Je parle souvent on nous dit, nous sommes augmentés par l'IA. Ben, je suis désolée, c'est l'IA qui est augmentée par nous. Hein, on fait les programmes, on va faire des règles et on va essayer de limiter les dégâts et de savoir contrôler cette machine. Les tests que je mets en œuvre maintenant, c'est sur les contrôles de ces IA dans certains cadres, dans l'interaction humain-machine par exemple. Il y a un vrai sujet d'apport de connaissances pour nous en médecine, sur l'écologie aussi, sur un grand nombre de connaissances qu'on n'a pas. Donc il y a un pouvoir d'aller plus loin et je pense que vous serez tous d'accord que abandonner tout, d'abord c'est pas possible et puis ça serait peut-être non éthique. Apporter des solutions dans des maladies qu'on maîtrise pas bien, ça serait pas éthique d'abandonner si on sait qu'on peut aller plus loin. Si on sait qu'on peut faire des vaccins rapidement, c'est quand même intéressant, on l'a vu avec la dernière pandémie. Donc il faut penser quand même que ce ne sont pas des outils qu'on s'est donnés comme ça juste pour faire de l'économie et du marketing. C'est cette facilité d'aller travailler vers une innovation qui pour nous a l'air d'être intéressant. Il y a plein de gens achètent ou utilisent ces objets pour du divertissement. Et là, moi, j'en appelle à un regard citoyen sur ce qu'on est en train de faire.
ChatGPT en ce moment, c'est comme un robinet qu'on ne ferme jamais. Ça coule. Mes étudiants, ils vont demander 4+4 à ChatGPT. Ça coûte un fric fou. Prenez votre calculette. Arrêtons d'être polis avec cette machine. Arrêtons de dire n'importe quoi. Il y a des gens qui le prennent pour un psy. Il y a des gens qui le considèrent comme un meilleur médecin que leur médecin, qui vont poser des tas de questions. C'est totalement stupide. En plus, il a été entraîné majoritairement sur des données en anglais qui sont pas notre vision de la société. Donc attention à ce qu'on est en train de faire avec ce robinet ouvert et qui consomme énormément. On devrait donner des bonnes pratiques à tout le monde et faire entendre cela. Souveraineté, ça veut dire aussi que l'on va créer des systèmes à nous qui seront peut-être un peu moins performants, mais peut-être beaucoup plus utiles. Et donc, il faut comprendre ça. Et à l'école, on a besoin d'en parler énormément et de former toute la société. Donc, il y a une urgence d'expliquer. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, donc je vais tout de suite laisser la parole circuler, mais ce que vous évoquez du rapport aux objets et aux outils parle beaucoup, je pense, aux francs-maçons qui, justement, travaillent sur cette question du symbolique, certes, mais de l'outil, de la main et de l'intention. Donc, je pense que ça la main doit rester essentielle dans l'éducation, par exemple, dans l'apprentissage. Sinon, on va modifier la nature humaine. Alors, on va laisser la parole circuler. Moi, j'ai quand même une toute première question. Et après, je laisse le micro circuler. Dans la pièce, vous évoquez beaucoup ce rapport à la mémoire, cette mémoire augmentée, et en plus avec ce jeu très fort de propriétaire j'ai oublié le nom du personnage, pardon, mais qui a la maladie d'Alzheimer. Donc, je voulais savoir ce que ça pouvait évoquer de notre rapport justement à la mémoire, à l'oubli, à la vieillesse, à la disparition. Oui, je peux. Alors, quand vous réfléchissez, qu'est-ce que vous êtes essentiellement en tant qu'humain, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes toute l'expérience que vous avez, toute votre mémoire, c'est ça qui vous a façonné d'une certaine façon. Donc on a voulu montrer de la même façon que le bot, le chatbot, Garoutia, d'une certaine façon emmagasine des connaissances, découvre la mort avec son premier propriétaire, découvre l'amitié avec un autre, découvre des tas d'aspects de la vie humaine, il les découvre dans son expérience et ça modifie son expérience, sa mémoire. Donc quand vous réfléchissez, c'est quand même ça qui crée un être humain. Et d'une certaine façon, vous emmagasinez jusqu'au dernier jour. Et puis là, enfin, on oublie votre mémoire, enfin bon, sauf si vous avez des prétentions à vivre dans un autre monde, mais disons qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et ben, c'est ce qu'on a voulu montrer. On a voulu montrer en montrant ce chatbot qui emmagasine des expériences en face d'une vieille dame qui, elle, est confrontée à quelque chose d'horrible, qui est la perte, sans rien pouvoir faire de toute sa mémoire, de toutes ses capacités cognitives. Et donc ça, on a voulu mettre les deux en face et puis essayer de montrer que lui, c'est ce qui était dit dans la petite scène qui était montrée, lui, il n'a pas une mémoire infinie, et puis lui aussi, on va l'arrêter à un moment donné. D'accord ? Donc lui aussi va connaître la mort, et d'une certaine façon, la pièce tourne beaucoup, c'est vraiment un des sujets essentiels de la mémoire, le texte aussi, parce que d'une certaine façon, comment on mémorise en mémorisant du texte, en se souvenant de la situation et en les exprimant de façon linguistique. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la pièce, et c'est, de la même façon, je finirai là-dessus, comment le chatbot apprenne, comment ChatGPT apprend? Eh bien, en lisant tous les textes que des humains ont écrits. Alors maintenant aussi des textes que des machines ont écrits, mais en lisant des textes que des humains ont écrits. Ils lisent des téraoctets de données, ils lisent tout ce qu'il y a sur le web, ils lisent plein de fois Wikipédia parce que c'est plutôt bien. Alors maintenant, on sait que Meta va lire vos données personnelles, celles de Facebook, qui sont beaucoup moins intéressantes, je suis désolé, que Wikipédia ou d'autres sources ou des livres de la littérature, mais ils vont tout lire, d'accord? Et c'est ça, d'une certaine façon, qui crée ces modèles dans le micro. Ça dépend quand même, parce que ça peut être intéressant d'écouter les gens sous méta. Il y en a qui mentent, il y en a qui trichent. C'est beaucoup plus rigolo, ça, après, à mettre en modélisation pour nous influencer de partout. Donc, il faut bien comprendre que ces objets-là, ils ont aussi une énorme influence sur nous. Il va falloir se distancier la production de la machine de la production de l'humain. Dans la pièce de théâtre, on a voulu aller très loin dans l'idée que peut-être le chatbot, il paraissait humain.
D'accord ? Ce qui n'est pas le cas des chatbots actuels, du tout. C'est ton point de vue. C'est mon point de vue. La parole circule. Alors, on va faire circuler des micros. Vous pouvez vous lever. Je crois qu'il y a une question déjà. Je vois la dame, juste derrière la caméra. Bonsoir, merci beaucoup pour cette représentation et votre intervention. Parlez bien dans le micro. Oui, comme ceci. Bon. Je m'intéresse, enfin, je suis en quête de débats, de conférences sur l'IA. Donc, je vois sourdre une crainte. Là, j'ai assisté dernièrement à IA et médecine. C'est vrai que les diagnostics par l'IA sont imparables. C'est-à-dire qu'on a comparé et effectivement, bien évidemment, souvent, le médecin faillit, ce qui n'est pas le cas de l'IA. Donc, quand même, des médecins se sont inquiétés en disant, du point de vue de la formation des futurs médecins, est-ce qu'on ne va pas s'en remettre à l'IA et en oubliant l'expertise? C'est-à-dire, la grande question, ce que vous dites, comparer effectivement l'IA et l'humain, mais aussi ce que l'on risque de perdre. Et ça, c'est quand même fort inquiétant. C'est-à-dire toute une pratique ancestrale. Là, hier, j'assistais à IA et enseignement. Là aussi, c'est quand même fort inquiétant. C'est-à-dire quand on applique vraiment à des domaines et que pour chaque domaine, on voit quels peuvent être les écueils. Il est question que les copies soient désormais corrigées par l'IA. Ça, c'est dans un avenir très, très proche. Alors là, on va perdre aussi une expertise, c'est-à-dire l'enseignant, lisant les copies, pouvait mesurer la progression, pouvait effectivement suivre attentivement chaque élève. C'était le seul moment, d'ailleurs, quand on a des effectifs de 35. Donc là aussi, perte d'une expertise, et c'est très inquiétant pour l'exercice du métier, aussi bien pour... Merci pour votre question, je crois qu'on a compris. Pour un médecin que pour un enseignant. Voilà. Alors, ma question, parce que là, ça se recoupe, c'est la question de l'expertise. Bien sûr. Je ne sais pas si j'ai été assez... C'est très clair. C'est très clair. Voilà. Je vous remercie de pointer cela, parce que c'est très important. On aura deux réponses différentes, je pense, donc on va le faire une réponse chacun. Moi, je suis très alertée sur ce sujet, et pour avoir été proche d'un médecin radiologue à Paris qui a 30 ans de jeunes femmes qui ont des cancers du sein, il me disait, voilà, moi, quand il y a un cliché qui arrive avec 70% ou 65% de malchance d'avoir un cancer, je suis capable de détecter souvent des faux positifs. C'est-à-dire que la machine a tort. La machine n'a pas toujours raison. Les humains n'ont peut-être pas toujours raison, mais la machine non plus. Il faut vraiment intégrer ça, et ce ne sont pas les mêmes erreurs. Donc il me disait, moi, je suis capable de dire, là, non, c'est pas grave, et je vais faire autrement. Il dit, les jeunes médecins qui arrivent tout fraîchement et qui n'ont pas cette expérience, eux, ils vont se remettre souvent à la machine, vont demander des biopsies en plus, et ça sera un coût pour la société. Peut-être à défaut de soigner des malades. Donc vous avez raison, il faut mettre en place des choses qui n'existent pas encore, un accompagnement, et je pense que l'intergénérationnel a aussi toute son importance. Il ne faut pas désapprendre, la première chose, et dans l'état dans lequel on est, dans cette transition et la rapidité d'arrivée de tous ces outils autour de nous, on a besoin d'accompagner, d'acculturer et de construire des collectifs qui décident. Alors bon, je suis pas à la tête du gouvernement pour le dire, mais j'insiste à chaque fois, tant que je peux, pour dire cela. De la même façon à l'école. L'école me fait très peur. Dans mon livre, si vous lisez l'IA Anjou-Démon, vous verrez que c'est le principal sujet, c'est l'éducation. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? C'est de dire, on va remplacer des profs, ça sera génial parce qu'ils auront accès à tout, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est quand même un vrai sujet. Donc la première chose, moi, que je pense, c'est qu'il faut qu'à l'école, on garde l'apprentissage avec la main et qu'on stimule la mémoire, qu'on ne désapprenne pas. En tout cas, c'est essentiel, et qu'on garde un enseignement traditionnel, parce qu'il est essentiel pour aller plus loin. Les gens qui disent ça libère du temps de cerveau, si vous n'avez pas répété vos calculs mentaux ou des formules machin, vous n'arriverez pas au-dessus. Deuxième chose, c'est que ces concepts
dans l'intelligence artificielle et dans le numérique, il faut les apprendre. Il faut montrer aux enfants ce que c'est. Dans la Fondation Blaise Pascal, on a proposé à l'école, on est en train de le faire à Canopée, etc., à faire des propositions pour les enseignants, c'est que en primaire, donc avant que l'école décide d'apprendre à coder aux enfants, on pense qu'il faut développer l'esprit critique et qu'il est essentiel de montrer qu'est-ce que c'est que un ordinateur fait mes devoirs, un ordinateur m'a copié, qu'est-ce que c'est que la prise de l'attention par les machines, qu'est-ce que c'est que la dopamine, cette hormone du bonheur qui fait que l'enfant il a envie, et l'enfant et l'adulte a envie de rester devant cette machine et qu'il y a des stratégies dans la machine pour vous garder le plus possible devant elle pour des facteurs de marketing, d'économie qu'on a bien compris, et que c'est essentiel d'en parler. Qu'est-ce que c'est que ma vie privée? Qu'est-ce que c'est? Tout ça va nous permettre d'être plus intelligents par rapport à ces machines, c'est-à-dire comprendre, ne pas rentrer en dépendance, vérifier un certain nombre de choses, mais sachez quand même que l'humain va faire ça. Hein, on a en nous cette... alors c'est pas de la paresse, c'est ce désir aussi, parce qu'il me semble que en spiritualité, on a baissé collectivement dans la société. On a besoin de magie. C'est pas ici que j'entendrai le contraire. On a besoin de magie et un grand nombre de gens vont chercher à travers ces machines cette sorte de magie. Donc, il y a quelque chose de rationnel qu'on peut mettre en œuvre en disant attention, à l'école, vous apprendrez sans machine, avec machine et ce que sont ces machines dans des temps différents. Mais en même temps, on peut pas aller contre l'humain qui a vertigineusement vraiment envie de cette espèce de magie. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire là? C'est essayer de raisonner, mais je pense qu'il va falloir quand même réguler fortement. Donc, il y a un triptyque important pour moi, qui est la loi sur l'IA qu'on a en Europe. Donc, on va proposer une troisième voie au monde avec toutes les démocraties, je l'espère. Et c'est cette idée de quand même faire attention et mettre des garde-fous et des règles et des lois. On entend en ce moment qu'il faut interdire les réseaux sociaux avant 15 ans. Eh ben oui, on va demander l'identité des personnes qui se connectent. Ça serait très très bien. On le fait déjà pour la Française des Jeux, c'est possible. Ça sera pas anti-liberté, ça sera juste vérifié. Après, il y a quand même des jeunes qui vont le faire avec les codes des parents, des grands frères, etc. Donc ça va pas tout évacuer, hein, les risques vont toujours rester présents, mais il faut que de plus en plus on ait cette loi sur l'IA, des normes qu'on obligera les industriels à suivre un certain nombre de choses, qui est pas anti-innovation, mais qui est peut-être sûrement anti-progrès. Et puis un troisième point qui est l'éthique, c'est-à-dire comment j'apprends à raisonner, non pas vraiment en disant c'est bien ou c'est mal, mais sur ce qui est en train de se passer et comment je trouve des équilibres. Pour moi, ce sont ces sujets majeurs qu'on aura à traiter dans la société avec cette idée d'éducation et de formation qui est fondamentale pour tous. Serge, est-ce que vous voulez compléter? Je crois qu'on a déjà beaucoup répondu à cette question. On va peut-être passer à la question suivante, sinon on va pas à cette question. Merci. Justement, quand vous parlez de l'éducation, aujourd'hui, on voit que notre système d'éducation est sous-développé, ou en tout cas en éducation, on manque cruellement de professeurs. Est-ce que justement, l'accompagnement via l'IA, où on a des machines qui s'adaptent à nos enfants, est-ce que c'est pas quelque chose qui est plutôt bénéfique si on leur a inculqué quelques règles, parce que justement elles peuvent s'adapter à chacun des enfants au lieu d'aujourd'hui traîner ou à accompagner nos enfants de manière la plus positive possible, et au lieu d'éviter aujourd'hui d'avoir un effondrement de la scolarité de nos enfants? Alors, vous avez extrêmement bien posé les questions. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, mais il faut aussi voir qu'on est loin du but. C'est-à-dire que cette espèce de monde idéal où les enseignants seront aidés par des IA qui pourront s'adapter à la vitesse de l'enfant, qui pourront en même temps lui donner tout le temps qu'il veut pour le faire progresser avec des vitesses différentes, parce que tous les enfants ne progressent pas à la même vitesse, mais aussi suivant son talent particulier et suivant ses goûts particuliers. C'est sûr que c'est génial et que c'est vers ça qu'on va. C'est sûr aussi que, par exemple, fabriquer des contenus pédagogiques avec l'aide de ces outils, ça devient beaucoup plus facile qu'avant. Les adapter aussi, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un outil pédagogique qui est un peu générique, on peut très bien le conjuguer suivant le type de public. Donc oui, vous avez complètement raison, c'est
une promesse incroyable pour l'enseignement. En même temps, il faut être un peu raisonnable en se disant c'est une promesse en devenir. Aujourd'hui, les outils qu'on a d'éducation sont très très loin de ce qu'on aimerait avoir. Et pour l'instant, encore aujourd'hui, le meilleur enseignement que vous pouvez avoir pour les enfants, c'est des professeurs humains. Et je pense que même à terme, il y a quand même un contact entre le professeur, un lien entre le professeur et l'élève qui est indispensable à garder, même si le prof peut s'appuyer sur des intelligences artificielles. Pareil que pour la médecine, on peut soigner des tas de choses avec des machines, mais à un moment donné, le discours entre le médecin et le malade est quand même essentiel. Voilà. Mais vous avez très très bien posé la question. Mais le danger est quand même là, parce que dans votre pièce, justement, vous faites dire au chatbot, c'est lui qui annonce au personnage que la maladie d'Alzheimer est avec une violence incroyable. Oui, mais c'est fait exprès. Oui, on a bien compris, mais donc... on peut espérer qu'on sera mieux fait dans l'industrie. On peut espérer. J'ai 3 questions. Voilà. Eh bien, les micros sont à votre disposition. Merci. Bonjour. J'ai une petite question. Parlez bien dans le micro. Oui. Merci. J'ai une petite question. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus s'il existe les intelligences artificielles qui ont réussi actuellement les tests de Turing, en autre terme, la question qui, je pense, intéresse beaucoup de monde, si la machine peut penser. Merci. Oui, alors ça, moi, je peux répondre au test de Turing. Parce que la machine peut penser, je ne sais pas si on a bien... Oui. C'est pas la même question. C'est pas la même question, non. On a passé le test de Turing. Le test de Turing, c'était en gros, il avait dit pendant 5 minutes, je peux bluffer 70% des gens en face. Bon, voilà. Et puis, le test, il devrait être beaucoup plus précis. Si vous voulez, c'est facile. Si la machine ne fait que calculer sur des grands chiffres, voilà, elle va plus vite que nous. Je sais que c'est une machine, si c'est le cas. Et puis, l'humain peut tricher aussi. Donc, c'est un test qui était un peu une façon de dire, je sais pas définir l'intelligence. Turing a été assez intelligent de pas le définir. Il nous a donné un test, mais bon, c'est pas la panacée ce test. Ça ne correspond pas. Ça a permis pendant des années de dire on n'y est pas, on n'y est pas. On y est, c'est-à-dire que la machine peut imiter un langage et interpréter ce qui a été dit sans le comprendre du tout et répondre correctement. L'objet que vous avez dans les mains qui s'appelle ChatGPT ou Katera, Gemini et tous les autres, pour autant que je les vois, en ce moment, sont capables tous d'à peu près répondre. Sauf qu'ils répondent toujours. Vous voyez ? Et bon, ça, l'intelligence, c'est de temps en temps de se taire. Je peux très facilement, c'est une critique qui a été dite, je peux très facilement faire une intelligence artificielle qui saura de temps en temps hésiter, se taire, vous interrompre. Ça, c'était un sujet qui était compliqué parce que je sais que c'était chez les francs-maçons, on n'aime pas interrompre. On sait faire maintenant des intelligences artificielles qui sont assez impolies et qui interrompent l'interlocuteur. Donc on sait faire tout ça. Le test de Turing a pour moi strictement aucun intérêt. Ce que je disais tout à l'heure, imiter l'humain, on s'en fout. Et là, d'une certaine façon, une machine qui essaierait de se faire passer pour un humain, il faut quand même qu'elle passe son temps à faire des fautes exprès, parce que les humains se trompent, à calculer plus lentement, à répondre plus lentement. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, il y a des questions beaucoup plus intéressantes. Est-ce que vous pouvez faire une machine qui soit créative ? Et alors là, moi, c'est vraiment un sujet où je peux parler pendant des heures. Il y a des machines qui, d'une certaine façon, sont créatives, mais c'est compliqué de définir ce que ça veut dire être créatif. Un enfant à qui vous donnez un tournevis et des vis, au bout d'un moment, il va comprendre qu'il peut visser. Il a été créatif. Voilà. Est-ce que les machines peuvent faire des trucs comme ça ? La réponse, c'est oui. Oui, elles y arrivent. Alors, où est le principe créateur, alors, si la machine peut créer ? Elle arrive à inventer quelque chose qu'on ne lui a pas appris. Alors, je vais prendre un exemple que moi, je trouve absolument génial, c'est AlphaGo, le joueur de Go. Alors, vous remontez en arrière, on dit qu'on a mis des challenges. Jamais les machines seront capables de battre un humain aux échecs. Bam, elles l'ont battu. À GeoBarty, bam, elles l'ont battu. Et les gens sont revenus en disant, mais le jeu de Go, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, c'est très dur. Les machines n'y arriveront pas. Et puis, les machines ont arrivé à battre les humains au jeu de Go et les ont battus en apprenant toutes les machines. Les AlphaGo a appris tous les coups qu'avaient joué des humains. Et les gens de DeepMind se sont dit, on pourrait faire une machine qui ne connaisse pas les coups des humains, mais qui joue contre elle-même et essaye d'apprendre. L'apprentissage. Donc, ils ont fait un joueur de Go qui a joué des milliards de parties contre lui-même et qui a appris à jouer tout seul.
D'accord ? Donc, il a créé sa façon de jouer. Et pour l'anecdote, il a joué contre un champion du monde de Go, Lee Sedol. Et puis, il joue une partie. Et puis, donc, moi, je regardais ça avec d'autres copains à la télé. Et puis, à un moment donné, le commentateur dit, je ne sais plus, la troisième partie, le commentateur dit « Ah non, l'ordinateur a fait n'importe quoi. Le logiciel s'est trompé. Ce coup est idiot. » Il a carrément dit ça. Hein. Et puis, la partie continue. Et 3 coups plus tard, le commentateur dit « Ah ben, je suis pas sûr que c'était si idiot que ça, finalement. » Ah non, c'était pas idiot. Et finalement, cette partie-là a été perdue par l'humain. Et ce qui est intéressant là, c'est que la machine avait inventé une nouvelle façon de jouer, une nouvelle stratégie, que les joueurs de Go ont appelé le coup de Dieu. Bon, évidemment, quand on ne comprend pas, ça doit être la faute de Dieu. Mais c'est ça qui est quand même génial, c'est qu'il a créé une nouvelle façon de jouer. Alors, vous allez me dire, c'est le jeu de Go. Bon, alors après, on pourrait prendre d'autres exemples. Alors, on n'est pas encore à de la créativité à la Paul Verlaine ou Marie Curie, mais on fait des trucs, ces logiciels font des trucs de plus en plus bluffants. Oui, mais pour revenir quand même au jeu, c'est facile de savoir comment on bouge les pions, et même si l'univers des possibles est énorme, c'est quand même très contraint, un jeu. Surtout un jeu d'échecs ou un jeu de Go, on sait où les pièces vont. Pour avoir, moi, été interviewé en même temps qu'un jeune qui s'appelait Fan Hui, qui a entraîné ce système pour Google DeepMind, en tout cas qui surveillait et qui a eu accès au log au coup de Dieu. Je lui ai demandé, alors c'était quoi le coup de Dieu ? Il m'a dit, écoutez, il sait calculer en beaucoup plus de coups à l'avance qu'un esprit humain peut le faire. Et donc la machine a trouvé ses stratégies tout seule, mais c'est surtout que c'est impossible pour nous d'avoir un spectre des possibles et de suivre à 50 coups ou 120 coups, comment on peut anticiper le coup qui va gagner. Et donc il m'a dit juste, il allait plus loin que moi dans les capacités. Alors, je sais pas, vous jouez aux échecs, combien de coups vous avez d'avance quand vous bougez une pièce? Ça vous a anticipé que le coup d'après, il va y avoir ça ou ça et je vais y répondre. Voilà, combien? En général, on me dit 3. Les meilleurs joueurs vont à 5. Là. Ce type-là, quand je lui ai posé la question, il était champion de Go en Chine, il avait été repéré et il avait fait dans toute sa vie, pas des maths et de la physique, mais du Go. Et il m'a dit, moi, j'anticipe de temps en temps je sais plus, 50, enfin beaucoup de coups. Ce qui me paraissait assez dingue. Et cette machine, dans le coup de Dieu, elle était à 63 coups d'avance pour savoir dans la lignée ce qu'il pouvait trouver. Donc il y a là une terrible machinerie qui calcule, et c'est pas, lui disait, en fait, c'est totalement injuste de comparer un cerveau humain avec ce truc-là. C'est comme si on comparait une Jaguar qui sort d'une usine qui est faite par 200 ingénieurs et un cerveau humain. Ne pensez pas que le cerveau est obsolète. Ne pensez jamais cela. C'est tellement faux, et les gens qui sont à la tête de ces big tech tendent, et les Laurent Alexandre et autres personnes qui sont en train de discuter d'IA consciente, etc., sont en train de prétendre que ces machines vont aller aussi loin. Or, une chose est vraie. ChatGPT, par exemple, n'a aucune connaissance chronologique. Quand il vous fait tout ce bazar sur des données textuelles, tout est à plat. Wikipédia, avec le discours du président de la République, avec les fake news sur Internet s'il en a pris, tout ça est au même niveau. Donc, chronologiquement, aucune information. Alors, on pourrait rajouter un algorithme, peut-être, pour améliorer cela, hein. Spatialement, c'est la même chose. Cette machine n'existe pas dans une réalité. Dans mon livre, je parle de métaphysique de l'IA, c'est-à-dire que c'est hors sol. Il n'y a aucune réalité derrière les mots qui sont dits par la machine. Elle n'a pas de sens commun. Alors peut-être qu'elle peut apprendre de nous un certain nombre de sens communs. Elle sait mentir maintenant. C'est du sens commun, ça, savoir mentir, par exemple. Donc on va retrouver, en fait, des capacités émergentes à partir des données qui sont les nôtres. Donc moi, j'ai plutôt... Alors je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais moi je pense plutôt qu'il faut aujourd'hui se dire que on a créé, nous humains, des machines qui ont un potentiel énorme de construire, de création d'une certaine manière, ça je suis d'accord avec toi, mais pas de découverte de ce qui est nouveau ou de ce qui est intéressant. C'est nous qui rapportons la symbolique, le signe, et qui décidons de ce qui est intéressant ou pas. Pour avoir fait dernièrement le procès de l'IA, où je défendais les IA, alors j'avais pris ce rôle de défenseur de l'IA, à tout va, j'ai vu à quel point, dans la création, il y a des gens extraordinaires. Pourquoi ils sont si extraordinaires ? Parce qu'ils manipulent ces outils d'IA
Non pas comme on le fait en tant qu'ingénieur chez Google ou machin, parce que le but des ingénieurs, c'est d'aligner les machines à nous pour nous bluffer le plus possible. C'est pas du tout ce que font les créatifs. Ils vont, dans l'univers des possibles, regarder toute l'inventivité de la machine et aller aux limites et regarder ce que les formations créées par ces machines, comment elles impactent nos émotions. L'art, c'est de l'émotion. Et donc, ils arrivent très bien à faire cela. Et j'ai trouvé que c'était des rôles modèles, quelque part, ces artistes. Allez voir au Jeu de Paume en ce moment. Il y a vraiment une exposition absolument fantastique qui vous montre des acteurs créatifs, des humains, qui utilisent ces systèmes en ayant la capacité d'aller changer tous les boulons de la machine, à peu près, sauf le gros modèle au départ, parce qu'il coûte très cher à mettre. Mais tout ce qui est au-dessus, ces algorithmes qu'on rajoute, je ne vais pas vous donner tous ces noms, parce que ça vous dirait peut-être rien, mais en tout cas, ils ont appris à les manipuler, ils ont appris à essayer d'aller aux frontières. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que là, on voit l'univers des possibles dans le codage de ces machines, qui effectivement font monter des régularités, qui sont une sorte de créativité, puisqu'elles ne voient pas du tout comme nous. Nous, quand on regarde une image, on voit des formes qui ont un sens. On voit des visages, on voit des structures. La machine, elle regarde pixel par pixel. Alors évidemment, peut-être qu'elle apprendra à avoir une acuité différente, mais elle n'a pas une acuité humaine. Donc allez voir vraiment au Jeu de Paume, c'est sur l'IA et la créativité, et c'est très bluffant à tout niveau. Je vais juste reprendre un point. J'ai bien précisé que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de comparer les humains ou quoi, ou de dire ces machines sont plus intelligentes. Moi, je m'en fous de ça. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que justement, quand on me montre quelque chose, une fonctionnalité, en me disant voilà une fonctionnalité que les machines n'auront pas, jusqu'à maintenant, j'ai toujours été du côté de, on finit par le faire faire à des machines. Donc, la créativité, on nous a dit pendant des années que c'était pas possible, elles l'ont. On nous a dit pendant des années qu'elles n'avaient pas de conscience de la physique et des réalités du monde. Maintenant, vous savez, des IA qui arrivent, des logiciels, parce qu'on dit IA, mais moi j'aime bien utiliser le logiciel, des logiciels qui comprennent tout ça. On nous a dit qu'elles ne comprenaient pas ce qu'elles faisaient, qu'elles ne raisonnaient pas. Maintenant, on a des IA qui sont capables des logiciels qui sont capables de raisonner. Donc il faut, d'une certaine façon, se sortir de elles ne sont pas capables d'eux, ou elles sont capables d'eux, ou elles sont plus fortes que les humains. On s'en fout de savoir si elles sont plus fortes que les humains ou pas. Ce n'est pas le problème. Vous donnez une tâche particulière, est-ce qu'elles sont capables de le faire ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Et la créativité, par exemple, c'est quelque chose qui est maintenant, Laurence l'a dit, est complètement admise. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Et d'une certaine façon, et je finirai juste là-dessus, ça vous pose la question à vous, en tant qu'humain, de qu'est-ce que c'est ces facultés humaines. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas de dire est-ce que la machine est capable de faire comme un humain? Non, ce n'est pas particulièrement intéressant. Mais par contre, quand on me dit la créativité d'un humain, du coup, je me demande, mais c'est quoi la créativité? Qu'est-ce que c'est ce machin de créativité? Les sentiments. Laurence a travaillé beaucoup dessus. Les sentiments, définissez ce que veut dire sentiment, et après, on pourra voir si une machine est capable de simuler des sentiments, de comprendre des sentiments. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, dont Laurence. Donc voilà, ça m'intéresse. Comment on peut faire quelque chose avec des machines? Alors après, l'abstraction de la compétition avec les humains, on est battu sur tellement de points que ça ne nous sert à rien d'essayer de rentrer. On n'est pas en compétition, c'est nous qui les avons créés, donc ça, on a gagné. On a encore pas mal de questions. Juste un petit truc sur lequel on est peut-être pas en désaccord, mais que tu n'as pas dit, c'est que en tant qu'expert, on est tous experts de quelque chose. On a vécu un certain nombre d'années, on est expert en médecine, en art, en être avocat ou je ne sais quoi. Dans notre domaine d'expertise, tous ces outils qu'on va utiliser, qui peuvent créer pour nous, ça va être fabuleux. On saura maîtriser. Moi, ma vraie inquiétude, c'est l'éducation. C'est les digital natives qui arrivent sans avoir, eux, eu un temps en dehors. Et eux ont directement ces machines, on leur dit, voilà le créer, voilà le fond. Et là, je pense qu'il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger pour une grande partie de la population parce qu'elle n'a pas suffisamment d'éducation sur ces sujets pour savoir distinguer. Et donc, la fracture numérique risque d'être encore plus importante et sociale si on ne fait pas attention à ça. Donc, c'est pas le problème d'experts. Je crois qu'il y a d'autres questions, et d'ailleurs des questions courtes parce que les réponses sont longues. Une question par ici. Alors d'abord, je voulais
remercier votre travail de vulgarisation par rapport à l'IA, parce que votre écriture théâtrale était superbe. Effectivement, ça nous fait penser à des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Là où je suis un peu inquiète, c'est dans votre discours, madame, quand vous dites « il nous faut des lois, il faut faire attention, il faut cadrer les choses ». Je voudrais savoir qui vous mettez sous le « nous ». Alors moi, de ce que je comprends, le « nous », c'est la France. Et la France, il y a l'Europe, il y a les États-Unis. Vous n'avez pas peur qu'on soit un petit peu à la ramasse à force de toujours mettre des lois, mettre des cadres, etc., alors que vous louez la créativité. Vous trouvez ça, la créativité, superbe parce que justement, vous avez vu des ingénieurs arriver aux frontières de ce que l'IA peut faire. Laissons les gens aller jusqu'au bout. C'est juste ça qui m'interpelle, c'est ce nous où vous voulez mettre des lois. On voit la CNIL, elle met des lois, ok, on est bien protégé en France, mais enfin dès qu'on commence à aller en Europe, on s'en fout de la CNIL en fait. Et l'ADN, on n'a pas le droit de demander des tests ADN, mais tout le monde les commande aux États-Unis. On a compris la question. L'encadrement, la liberté, et puis je pense la question internationale qui est intéressante. La vision européenne, c'est pas la vision française que je défends, c'est la vision européenne avec la loi sur l'IA. Elle est européenne cette loi. La CNIL, c'est juste un gendarme local. Il y a d'autres gendarmes locaux dans tous les autres pays européens. Je pense qu'on a une chance de réfléchir au risque qui est effective en Europe et qui n'est pas effective maintenant, en Chine, ils réfléchissent, mais c'est le gouvernement qui décide. Et aux États-Unis, si je caricature, c'est libre. Je pense qu'on a de la chance d'être ici. Moi, mes enfants, je détesterais être aux États-Unis avec zéro contrôle de rien. J'ai des amis dans la Silicon Valley qui sont en train de faire une coalition internationale en disant qu'il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes d'addiction des enfants, qu'aux États-Unis, c'est encore plus terrible que partout, et qu'ils voudraient vraiment qu'on monte sur ces sujets-là. Donc, voilà, c'est un choix de vie. On peut tous innover. En attendant, ceux qui arrivent derrière, qui n'ont pas été éduqués et qui sont au milieu de ces objets, peut-être qu'ils vont souffrir, eux, d'une grande différence par rapport à la vie que vous avez eue. Je pense que c'est assez inclusif de penser aux autres. Et dans mon discours, c'est pas pour empêcher les innovateurs, c'est pour préserver les êtres les plus vulnérables. Je vais répondre extrêmement rapidement. On a développé au cours des siècles un certain nombre de valeurs. Il est absolument hors de question de sacrifier ces valeurs pour quelque technologie que ce soit. C'est aux technologies de respecter nos valeurs et pas le contraire. Je pense que c'est assez court et assez précis. Je pense que ce sont des mots qui résonnent ici. D'autres questions ici? Romain? Alors, je vois pas, mais allez-y. J'avais une question un petit peu qui suivait celle-ci, mais effectivement, dans un monde qu'on voit actuellement où l'économie et la politique sont mises avant toutes les valeurs, toutes les autres valeurs, comment peut-on espérer que l'humanité gardera le contrôle? Et deuxième point, comment ces machines sont nourries d'auteurs, de musiciens, de créateurs, où reste leur créativité et leurs droits? Je vais prendre la deuxième partie parce que c'est une partie que je trouve particulièrement importante. Ces machines-là, aujourd'hui, se nourrissent de la création artistique, notamment de littéraire, de la même façon que Joyce ou Verlaine se sont inspirés de toutes les créations qu'ils avaient lues avant. Cela dit, il y a des lois sur le copyright et les gens qui possèdent des textes, les journaux les premiers, mais aussi les maisons d'édition, sont en train de faire des tas de procès à ces IA et vont tirer de l'argent. À la limite, je ne m'inquiète pas, ils ont la loi pour eux, ils gagneront de l'argent. Mais c'est moins ça qui m'intéresse que la partie qui est plus commune, les biens communs. Je suis un fanat total des biens communs. Donc Wikipédia est pillé par toutes ces IA. C'est la première source de fabrication pour ces large language models.
Eh ben, Wikipédia n'en tire rien. La fanfiction, tous les jeunes ados qui écrivent de la fiction et qui mettent ça gratuitement sur Internet, eh ben, ils en tirent rien et puis ils risquent même de disparaître parce qu'il va y en avoir de plus en plus de gratuites. Donc, il y a la question, et c'est un problème important. Pour la partie avec copyright, je pense que la loi finira par suivre. Alors aujourd'hui, elle est violée complètement. Hein. Meta pille complètement les droits sur les copyrights et avec des explications qui sont à mourir de rire. Mais je pourrais vous les raconter en off si vous voulez. C'est quand même très drôle. Alors l'autre partie de la question, je me rappelle plus, je vais la laisser. Si c'était une question intéressante sur la dimension économique justement, et vous évoquiez la notion d'investissement. Et la dimension économique, c'est nous qui la maîtrisons quelque part. C'est qui les clients là de tout ça? Le pire étant qu'on a eu la Covid, il y a eu de développer un système par l'INRIA et par des grandes facs là, qui était pour savoir qui vous aviez vu et prévenir au cas où quelqu'un était malade, que les autres ne tombent pas malades ou au moins qu'ils aillent se faire tester. Et là, tollé. Plein de gens sont montés en disant « c'est anti-liberté, c'est anormal », alors que les mêmes avaient un compte Facebook, Instagram et tutti quanti. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Lorsque vous parlez à ChatGPT, où vont vos données, à votre avis? Elles vont aux États-Unis. Quand vous travaillez, moi je travaille beaucoup avec ces objets aussi, mais quand vous utilisez ces objets sur des plateformes américaines, les données peuvent être collectées. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se poser la question quand même. Pourquoi on ferait plus confiance à donner ces données au monde américain que à les donner à des interfaces françaises? Donc, c'est quand même une réalité. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Donc, quand on me dit « Ah, c'est anti-innovation de mettre des règles », j'ai envie de dire aux gens qui me demandent ça, mais vous faites quoi, vous? Vous donnez vos données aussi à ChatGPT ou à tout ça? Si oui, posez-vous des questions. Vous êtes responsables. Nous sommes responsables. Et donc, collectivement, qu'est-ce qu'on veut faire? On a besoin de soutenir des plateformes européennes pour lesquelles on sait que les données vont pas disparaître comme ça, que, a priori, il y a des règles, il y a des normes, et qu'elles sont suivies. Alors que pour le reste, on essaie de leur faire payer des taxes et ils les payent pas forcément. Donc, attention à ce qu'on fait. On est encore une fois tous citoyens et tous embarqués dans cette histoire. Je pense qu'on a besoin d'expliquer à tout le monde ce qu'il en est. Où vont les données? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quand j'entends des gens qui veulent pas donner leurs données de santé, par exemple, je me dis, mais c'est dramatique. On essaie d'aller améliorer des traitements de cancer grâce à des données qu'on collecte. Et là, non, c'est mes données. Alors que les mêmes vont sur Meta, etc. Donc il y a des paradoxes terribles dans la disposition qu'on fait de nos données. Et qu'est-ce que c'est que notre vie privée? Donc je pense qu'on a besoin d'apprendre plus exactement à quoi ça sert tout ça. D'autres questions? Ici. Question courte, j'insiste un peu, mais on arrive vers la fin de notre soirée. Ce sera très très court. Vous avez parlé de la Chine et les États-Unis. Je voulais savoir si vous aviez des groupes de travail en tant que chercheur avec ces autres pays et si ces chercheurs-là partagent vos craintes, parce que en principe, il devrait y avoir un consensus, même si on en est au début, un consensus scientifique. Bon, alors déjà, en tant que scientifique, on est toujours à l'étranger, on est toujours en connexion partout dans le monde. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le Japon, avec l'Allemagne, par exemple, ces derniers temps, avec les États-Unis préalablement. Enfin bon, toi, tu as vécu aux États-Unis, tu as travaillé aux États-Unis, donc on a toujours baigné dans un milieu, si vous voulez, de recherche de la connaissance plutôt que de peur des uns et des autres. C'est assez nouveau en fait, c'est trumpiste là, c'est ce truc de se méfier des uns des autres. Normalement, lorsqu'on est scientifique, on a à cœur d'essayer de résoudre des problèmes pour le bien de la société. Alors après, on peut faire des bombes atomiques ou je sais pas, on peut nous dire ça aussi, mais il y a vraiment beaucoup d'éthique dans les laboratoires. La première posture, c'est l'éthique du chercheur. Après, on essaie de développer aussi cette idée d'éthique plus largement, mais fondamentalement, on est en relation avec plein de chercheurs. Moi, j'étais au sommet de l'IA, dernier sommet là en février. Les chercheurs américains, ils étaient très très anxieux, très inquiets, évidemment. Pour certains, ils sont d'ailleurs en Europe et ils sont vraiment très inquiets sur ce qui est en train de se passer là-bas. Tout ce qu'on entend, enfin tout ce que j'ai entendu, je me permettrai pas de parler pour Serge, c'est plutôt des chercheurs qui sont inquiets et qui voudraient venir en France ou au Canada où on parle d'éthique, où on parle de normes, où on parle de lois. Et la coalition internationale dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une coalition qui est née de Français qui vivent dans la Silicon Valley et qui voulaient pousser les grands industriels qui sont là-bas à faire attention. Parce que de l'intérieur, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a zéro
intention de freiner quoi que ce soit du moment qu'il y a du profit. Oui, il y a deux sujets qui rentrent un peu en contradiction là. Il y a le côté chercheur en gros dans le monde occidental où les gens se rencontrent constamment, travaillent ensemble et puis partagent souvent les mêmes idées. Alors là, à l'intérieur des chercheurs, vous avez peut-être pu entendre différence de peut-être sonorité entre Laurence et moi. Il y a des gens qui sont plus inquiets de la technologie que d'autres, mais vous trouvez ça aussi aux États-Unis, vous trouvez ça aussi au Canada, etc. Alors après, maintenant, il y a un autre problème qui est le problème de Trump et de tout ce que les scientifiques américains sont en train de subir. Ça, c'est un autre sujet. C'est quelque chose d'extérieur au monde de la recherche. C'est quelque chose qui leur vient du gouvernement, qui ne vient pas des chercheurs. D'autres questions ? Oui. Oui, une première remarque pour commencer. En fait, quand on se pose la question de savoir s'il faut des lois ou pas, je crois qu'il y a un matériau qui est intéressant à regarder, c'est toutes les œuvres de science-fiction de ces quelques dizaines d'années passées, que ce soit les textes d'Asimov, de Frank Herbert, de Dan Simmons. Je pense que ça peut nous aider en fait à réfléchir à ces sujets-là. La question que je voulais vous poser, c'est lorsque, j'entends bien qu'on parle d'accompagnement et d'endiguement pour éviter les mauvais effets que pourraient avoir les IA si on les laissait aller dans certaines directions, on va dire. Avec le Covid-19, on a vu que le tout numérique qu'on avait essayé d'endiguer a éclaté et qu'en fait, on est passé dans une ère du tout numérique. Aujourd'hui, il y a des risques de guerre. On peut très bien envisager qu'un certain nombre de pays puissent se dire on va utiliser les IA pour pouvoir faire une guerre à outrance plus violente, plus dangereuse. Est-ce que ce sujet-là, de savoir en fait d'anticiper et donc de réfléchir à comment on pourrait faire pour pouvoir, sauver un peu les choses une fois que les choses auraient été trop loin dans le cadre d'une guerre, est-ce que ça fait aussi partie de votre réflexion? Je vous remercie. Je ne suis pas certain que l'IA change beaucoup au cadre d'une guerre, si ce n'est que d'une certaine façon, ça permet, ce qui est assez horrible, à des gens d'être des combattants en étant très loin du front, ce qui est d'une certaine façon très déshumanisant pour le concept de guerre. Par contre, c'est pas dans votre question, mais comme on n'en a pas parlé, je pense que c'est bien de le soulever aussi. Il y a une question aussi de souveraineté qui devient critique. C'est-à-dire qu'il y a toute une technologie qu'on maîtrise que très partiellement en Europe. Et donc, de fait, s'il y avait un conflit et qu'on se trouvait en conflit avec nos alliés traditionnels, les Américains pour ne pas les citer, on serait privé d'une grande partie de notre technologie et on aurait d'une certaine façon une industrie qui ne fonctionnerait plus. C'est ça qu'il faut bien être conscient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est complètement dépendant des États-Unis pour du matériel informatique, pour des logiciels que les grandes entreprises utilisent de façon régulière et constante. Et donc là, c'est une fragilité considérable en cas de guerre. Je boucle sur votre question de guerre. Mais ce n'est pas dans la réalisation de la guerre, c'est à la limite, on pourrait presque perdre la guerre avant même de l'avoir commencé, parce que toutes nos infrastructures s'arrêteraient. Et donc là, il y a une prise de conscience des politiques qui arrive bien tard, parce que des gens disent ça depuis des années. Il y a une prise de conscience des politiques que cette situation est extrêmement délicate et dangereuse pour cette absence de souveraineté numérique est quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors donc il y a des solutions qui seraient de partir beaucoup plus sur des logiciels libres, sur le développement de technologies en Europe pour être un peu indépendant des États-Unis. Mais si vous voulez, il y a une question sur certaines technologies. L'alternative à la technologie américaine, elle n'est que chinoise. D'accord. Donc ça laisse Donc tant qu'on est très copains avec les Américains, il n'y a pas de souci. Non, mais je pense que c'est le point majeur sur la souveraineté. Et on l'a bien vu quand il y a eu le bug de Microsoft, qui est d'ailleurs pas un bug de Microsoft, mais d'un composant qu'il avait pour la cybersécurité de ses systèmes. Tout s'est arrêté dans plein de pays, et donc on n'avait pas de plan B. Donc il a fallu savoir comment on allait se tirer de cette histoire. Donc il est urgent aujourd'hui que on l'a vu pendant le Covid, on a manqué de médicaments, par exemple. Donc pour
pour avoir discuté récemment donc avec beaucoup d'acteurs du gouvernement, il y a sur les fonctions vitales de la société des plans dégagés pour qu'effectivement on ne soit pas dépendant des autres. Et donc ça, en hiérarchisant du plus important au moins important. Sur le numérique, on est très dépendant des Américains, comme tu l'as dit, et même le gouvernement. Et donc il est essentiel que d'ici peu de temps, on ait trouvé des solutions internes au pays et en Europe. On peut le faire, c'est des questions de choix. C'est pour ça que le rapport Draghi qui disait il faut investir sur ces sujets-là est fondamental. Et donc je pense qu'il faut être conscient de cela. Il y a une urgence à investir pour avoir nos propres structures en Europe. Peut-être une dernière question. Oui, bonsoir. Alors c'est un petit peu bizarre parce que monsieur, vous dites cette IA va constamment progresser, puisque si on lui pose une question, elle va finir par trouver la solution. Donc, c'est un petit peu, je schématise tous les discours que vous avez pu tenir. Donc, finalement, si je suis mal intentionnée, je vais lui poser une question, puis elle va finir par trouver la réponse. À côté de ça, madame, vous dites, il faut encadrer l'éthique, etc. Les chercheurs ou quelques chercheurs se posent des questions, oui, mais, in fine, business is business, c'est les plus gros qui vont gagner. Les Américains, les Chinois, au final, les chercheurs, je sais que les Français, on est très dans la norme, dans l'éthique. L'Europe, très bien. Mais aux yeux du monde, quand les autres vont se réveiller, qu'allons-nous devenir? Si je peux faire juste un parallèle, c'est l'écologie. Il faut faire attention à notre économie les émissions de gaz à effet de serre. Les Américains, les Chinois, les Indiens, ils s'en fichent, mais c'est eux les plus gros producteurs. Donc, à la fin, c'est l'humanité qui perd. Et là, ça va être la même chose. Qu'allons-nous réellement devenir? Nous, là, on est bien intentionnés. On a envie de maîtriser, mais c'est pas le cas de la majorité. Enfin, je sens que nous sommes des minoritaires à vouloir normer, gérer, etc. Trump, dans 4 ans, il n'est plus là, mais il y en aura un autre. Et puis, il y a les Chinois, puis il y a les Indiens qui vont s'y mettre. Et les Russes. Je pense qu'on a compris le sens de votre question. Est-ce que le combat... Allons-nous survivre? Alors, attendez. Il y a un marketing effrayant pour nous faire penser ça. Si vous regardez un petit peu l'Europe, c'est non négligeable. Moi j'ai travaillé sur un truc qui s'appelait le GPAI, qui avait inventé le Canada et la France, qui était Global Partnership on AI. On avait toutes les démocraties, on avait énormément de poids. Il y avait les Indiens qui étaient là, qui n'étaient pas encore en train de faire une démesure. Il y avait les Japonais, il y avait l'Australie. Il y avait plein de monde. Donc il faut arrêter de penser ce que nous raconte Trump. Ils ont tout à fait envie de penser, de nous faire comprendre ça, que ce sera impossible. Je n'ai pas du tout cette perception-là. Je pense que tout peut basculer assez vite avec la bourse, on le voit d'ailleurs. Qu'est-ce qui vient d'arriver à Musk, là? Le super-héros, là, des Américains. Il est en train de repartir, faire ses trucs de son côté, là. Grosse nullité, l'arrivée du Doge. Moi, j'avais prédit ça dans une conférence que j'ai donnée au Chili en janvier dernier, en disant, vous allez voir, on va bien rigoler dans pas longtemps. Là, moi, je rigole beaucoup. Et donc, il faut arrêter de penser que c'est argent comptant parce que le marketing vous le pilonne à longueur de journée. Les médias pilonnent à longueur de journée sur finalement la brillance des Américains. On est biberonné depuis les années 50 sur le marketing américain, que ce soit par la science-fiction, par les films, par les médias, par la publicité. Aux États-Unis, dans la publicité, dans le chocolat, dans les années 60, il y avait des machines volantes, il y avait des taxis autonomes, il y avait des robots. Et si vous voulez, tout ça, là, ça infuse dans notre cerveau pour faire croire que on ne pourra jamais rien faire, qu'on est des minorités, qu'on est faible et tout ça. Donc on va penser ça, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Il me semble qu'il faut arrêter ce genre voilà, c'est un peu comme la girafe qui met sa tête sous le sac, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, il y a une espèce de... C'est l'autruche, pardon, c'est pas la girafe. Ça a un long coup aussi. C'est un long coup aussi. Voilà, bon. Pour moi, sans crier que tout est possible, c'est pas une utopie totale, je dis juste que si on est juste en train de compter ce que font les autres sans jamais se dire on a une volonté de changer les choses, on ne fera rien. Et c'est important pour l'éducation de nos enfants de changer quelque chose. Et je pense que les Américains le pensent aussi. Où sont les petits Américains là qui dépendent de ces géants numériques et des grands patrons? Ils sont dans des écoles papier-crayon. Bravo. Bon, je vais pas partir là-dessus. Je vais...
Ils sont dans des écoles papier-crayon parce qu'ils ont 15 ordinateurs et plein de PC à la maison, alors que les petits gosses chez nous, ils n'ont pas ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Pour répondre à votre question plus précisément, on a des valeurs. La question, c'est est-ce que vous voulez jeter ces valeurs à la poubelle parce que les autres les ont pas? Non. C'est des valeurs, vous les défendez, et vous les défendez même si vous êtes minoritaire. Alors après, il y a quand même des bonnes vibrations. C'est que sur ces valeurs qu'on défend, il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent. Alors, prenons un truc qu'on aime bien bâcher en France, c'est le RGPD. Le RGPD, il y a des tas de pays dans le monde qui regardent ça avec énormément d'intérêt. J'ai été en Corée pour autre chose, pour les télécoms, et les Coréens ne m'ont fait que me poser des questions sur le RGPD parce qu'ils veulent adopter quelque chose de similaire. Et ça commence à partir dans tout le monde. Même en Californie, et en particulier en Californie. Et sur les côtés, sur l'IA, Trump peut dire ce qu'il veut, mais il y a une énorme partie de la population américaine, et en particulier beaucoup de chercheurs, qui sont plus alignés sur les positions de la Commission européenne que sur celles d'Elon Musk. Donc, encore une fois, on a des valeurs, on les défend, même si on est minoritaire, et on espère qu'un jour on deviendra majoritaire. Alors, nous arrivons au terme de cette conférence, mais bonne nouvelle, vous allez pouvoir quand même poser d'autres questions à nos conférenciers qui vont donc signer leurs ouvrages. Et donc, voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à aller poursuivre cet échange tout de suite. Je salue donc Laurence de Villers et Serge Abitboul. Et si vous le permettez, rappelez nos comédiens merveilleux, Léa Tuile, Sandrine Briard, Marco Carafa, Elisa Bretzner. Bravo.